Chers auditeurs, pour cette première émission de l'année 2016, toute l'équipe d'Égalité et Réconciliation et de RFM vous souhaite ses meilleurs vœux pour cette année qui commence. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir le président de notre association, Alain Soral. Alain Soral, bonjour. Bonjour à tous et meilleurs vœux. Alors, meilleurs vœux à vous. Comment se sont passées vos fêtes de fin d'année ? Calmement. J'ai pas eu trop le loisir de faire une pause. J'avais pas mal de problèmes à affronter, comme vous savez. Présence au tribunal. En fait, il n'y a pas vraiment de trêve des confiseurs pour les dissidents. D'accord, alors je rappelle justement à nos auditeurs que votre dernier entretien, celui de décembre 2015, un entretien de plus de 3 heures avec un travail colossal de post-production réalisé par nos équipes, est accessible sur le site d'Égalité et Réconciliation pour la modique somme de 2,99 €. Une somme un peu plus élevée qu'auparavant. Alain, qu'est-ce qui justifie cette petite augmentation de prix ? Eh ben, nous avons anticipé sur la nomination du nouveau patron de Dailymotion, M. Saada. Je ne commenterai pas plus. Ça fait un moment que nous pensions à nous émanciper effectivement encore un peu plus du système, sachant qu'avant on avait un contrat avec Dailymotion qui nous permettait effectivement de mettre en ligne une vidéo payante à 2 € pour 48 heures, mais qui gardait la moitié de l'argent. Voilà. Et on s'est dit à un moment donné, il faut qu'on soit vraiment autonome. On n'est pas là pour nourrir Dailymotion, surtout que déjà, je crois qu'un gros client comme Carrefour avait exigé que nos vidéos ne soient plus associées à leur publicité. Donc ça commençait à sentir de plus en plus le roussi. Donc on a mis en place toute une technique qui demande d'acquérir des machines, de mettre du technicien à disposition pour pouvoir proposer nous-mêmes ce service effectivement de vidéo payante. Et là, on l'a fait pour cette vidéo-là. C'est pour ça qu'elle passe de 2 € à 2,99 € parce que c'est plus Dailymotion qui assume, c'est nous-mêmes. Mais la contrepartie, c'est qu'au lieu qu'elle soit disponible pour 48 heures, c'est quand même une vidéo qui fait plus de 3h30, je crois, elle est disponible 7 jours, ce qui est à mon avis mieux. Voilà. Et donc sachez que si c'est 99 centimes de plus, c'est 7 jours au lieu de 48 heures. Et surtout, l'argent ne va plus à Dailymotion et à M. Saada. Ça va à Égalité et Réconciliation. Ça ne va pas non plus dans ma poche, hein, je précise aussi. Ça va à Égalité et Réconciliation entièrement. Voilà. Et en plus, vous pouvez constater que ça marche mieux. C'est-à-dire qu'on fait mieux que Dailymotion. La qualité est meilleure, il y a moins de bugs, donc on progresse. Très bien. Chers auditeurs, comme chaque semaine, je suis accompagné de mon partenaire animateur Xavier de la rédaction d'Égalité et Réconciliation. Xavier, bonjour. Bonjour Vincent, bonjour Alain. Bonne année. Bonne année à toi, justement. Bonne année à tous les auditeurs. Alors Xavier, pour commencer cette année, nous avons prévu de parler de l'actualité nationale et internationale, mais avant cela, j'avais une première question à vous poser, Alain. Quel bilan pouvons-nous tirer de l'année 2015 du point de vue de la France ? Je crois que ce qui a été le plus notoire, c'est ce qui s'est passé au régional. Bon, sinon, globalement, on continue à s'enfoncer dans la crise chaque jour un peu plus. Chaque jour un peu plus, on voit qu'il n'y a pas d'alternative ou d'alternance politico-économique. On est face à l'aggravation du processus mondialiste et de la crise. On voit que la gestion de crise est de plus en plus tournée vers l'ethno-confessionnel, c'est-à-dire ce que j'annonce depuis des années, c'est-à-dire le musulman ex-Chance pour la France et ex-pote intouchable devenant bouc émissaire de la crise, avec là-dessus un consensus national. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus de parti non islamophobe. C'est fini. Il y a un consensus intégral, soit au nom de la laïcité, soit au nom de la lutte contre l'immigration, soit au nom de la race blanche, soit au nom de tout ce qu'on veut, ou de l'antifascisme, ou de l'antifascisme vert. Enfin voilà, c'est ce que j'annonçais depuis des années. Et ce qui est dommage d'ailleurs, parce que j'avais proposé, vous vous rappelez, il y a des années au Front National, d'avoir un avantage concurrentiel en leur disant cet anti-antiracisme qui est votre image de marque ne sera plus une spécificité dans quelques temps, parce que vous verrez que par le CRIF et le Grand Orient, l'anti-islamisme va déferler, comme je l'annonce depuis la loi sur le foulard de 2003. Et aujourd'hui, c'est acté, comme on dit. Ce qui m'amène à ma deuxième remarque. Le gros sujet de l'année, c'était les régionales. C'est de voir que le Front National est capable aujourd'hui de faire au premier tour plus de 40%, ce qui n'empêche pas d'être battu au second. Et qu'on comprend, c'est que dans une élection à 2 tours, et le système est bien fait, il ne sait pas gérer, mais il sait bien se défendre. Pour que le Front puisse gagner une élection, il faut qu'il gagne dès le premier tour. C'est-à-dire qu'il faut imaginer un Front National qui fait 51% au premier tour. Pour ça, où est-ce qu'il faut aller chercher les électeurs manquants ? Réfléchissez, vous verrez que c'est encore ma ligne la plus cohérente.
Et elle a été, malheureusement, elle n'a pas été prise en compte. C'est-à-dire qu'Alliot était bien, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que si vous voyez ce qui s'est passé au régional, je pourrais dire qu'on peut dire, en conclusion, Marine a tué son père pour rien. C'est ça l'analyse. Elle croyait qu'il suffisait d'envoyer des petits signaux de soumission et d'allégeance pour qu'il y ait une paix des braves et qu'on laisse le processus démocratique s'exercer librement. Il n'en a rien été. Entre les deux tours, sont montés vent debout le Grand Orient et le CRIF pour appeler à voter contre elle, malgré tous les efforts qu'elle a faits, et elle a été battue. Et là, on voit bien que face à une menace Front National, immédiatement, l'UMPS contemporain, là, ça s'appellera bientôt républicano-démocrate, puisqu'on est dans un processus à l'américaine. Ça y est, maintenant, l'UMP est devenu les républicains, on attend que le PS devienne les démocrates. Et vous savez ce que c'est les symboles américains de ces deux partis, tous les deux libéraux, c'est un âne et un éléphant. En France, c'est symboliquement assez cohérent. On aura des éléphants face à des ânes. Et ces gens-là n'hésitent pas à se retirer immédiatement dès que le front est en position dominante, avec comme seul message politique tout sauf le Front National. C'est-à-dire que leur seul programme politique, c'est d'empêcher le Front National d'arriver aux affaires. Alors évidemment, cette terreur du Front National peut s'expliquer de deux manières, on va dire. C'est soit l'électeur se dit si le Front National arrive aux affaires, ça va être une gestion calamiteuse, il vaut mieux l'éviter. Ou alors le politique se dit si le Front National arrive aux affaires et qu'ils arrivent à bien gérer et à montrer qu'ils ont des solutions, ça va être une catastrophe parce que nous ne reviendrons plus jamais. Ça me rappelle un peu la situation de l'Allemagne entre 1933 et 1937. La République de Weimar, voilà, qui avait instauré l'état d'urgence et qui finalement s'était fait prendre à ce propre piège puisque les nationaux-socialistes avaient perpétué l'état d'urgence. Exactement. Et surtout, ils ont montré en 3 ans qu'ils avaient des solutions de gestion particulièrement efficaces, puisque retour au plein emploi, je vous rappelle, etc. Et je crois que le système est terrorisé, on l'a bien vu au niveau régional, que le front, à un moment donné, arrive à gérer quelque chose d'autre que la parole de contestation, la colère, etc. Ils sont terrorisés, ce qui est plutôt bon signe. Ça veut dire qu'il est possible, effectivement... Moi, ça m'a rassuré, parce que j'étais de ceux qui pensaient que le Front National était de plus en plus et très soumis au système, en me basant sur les soumissions et les allégeances de Marine au niveau des phrases, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe en coulisses. Et je vois là, par la violence du système contre elle et contre le Front National régional, que ça maintient un petit espoir. Le Front National n'a pas l'air d'être si intégré que ça au système. Le système en a peur et ne lui fait aucun cadeau. Donc pour moi, c'est bon signe. Mais ça veut dire aussi que si le Front National veut gagner politiquement, que ce soit d'ailleurs localement ou nationalement, il faut faire du 51% dès le premier tour. Et où est l'électorat de réserve pour passer de 40 à 50 ? C'est moi qui laisse l'électorat de réserve. C'est ce que je dirais de façon un peu orgueilleuse. Marine n'a pas cette réserve, vous avez bien vu. Elle est à 41, puis elle fait pas les 9 qui manquent entre les deux tours. Et il faut que les stratèges du Front National se posent cette question. Comment irez-vous à 51% dès le premier tour sans mes analyses et sans les patriotes que je vous propose. Voilà. Et sur justement ce consensus anti-national d'un côté, anti-Front National d'un côté et anti-islam de l'autre, dans lequel se trouve aujourd'hui le système, je voudrais avoir votre avis sur deux événements qui ont eu lieu justement parallèlement aux élections régionales, quant à l'islam notamment. Le délégué à la lutte contre l'antisémitisme auprès de Manuel Valls, Gilles Clavreul, qui s'est insurgé contre la tenue d'un meeting organisé par Clémentine Autain, le Parti des indigènes de la République, où Tarek Ramadan et la Ligue des droits de l'homme étaient présents. Donc là, on voit que l'exécutif a réprimé et s'est insurgé contre cette manifestation comme étant de l'islamo-gauchisme. Et par ailleurs, l'Observatoire de la laïcité, qui est rattaché à Manuel Valls, a rendu un rapport sur l'islam à l'université. Et le comité laïcité république, qui est dirigé par Elisabeth Badinter, a renvoyé le rapport en disant que il ne voyait pas les réalités et parce que le rapport, grosso modo, expliquait qu'il n'y avait pas tant de problèmes que ça et que c'était les médias qui faisaient monter la sauce quant au problème de l'islam et de la laïcité à l'université. Et donc, le comité laïcité république, qui est grosso modo le Grand Orient plus Elisabeth Badinter, a renvoyé le rapport en disant qu'il fallait le refaire et s'attaquer aux vrais problèmes. Oui, bon, alors on voit qu'il y a
un consensus total contre l'islam, et pas l'islamisme, hein, l'islam tout court. Le pas d'amalgame, c'est vraiment la phrase qu'on doit comprendre comme, de façon inversée. Quand on dit pas d'amalgame, c'est faites l'amalgame, hein, évidemment, c'est presque une plaisanterie. Hein. Et c'est ce que j'annonce depuis des années. Hein, c'est ce que j'annonce. Là, je suis presque désolé d'avoir à ce point-là raison. J'ai d'ailleurs vu la Ramadan très énervé de cette foot dehors. Lui qui a quand même été introduit dans le système par l'islamo-trotskisme. Hein. Au départ, il avait le tapis rouge hein, pour représenter l'islam en France, ce qui était très bizarre parce que c'était un Suisse d'origine égyptienne travaillant pour le gouvernement anglais. On a 6 ou 7 millions de musulmans en France. On a quand même beaucoup de musulmans qui réussissent et qui accèdent à la classe moyenne et qui font des études. Et pour parler au nom des musulmans en France, on a, si le type parle correctement le français, c'est un Suisse d'origine égyptienne. Et s'il baragouine, c'est un ancien islamiste radical retourné par le CRIF et les services, et c'est Chalgoumi, vous voyez. Donc là, on a un vrai sujet, c'est qu'aujourd'hui, les médias et les politiques ont la volonté de faire croire aux Français que le musulman se réduit à la racaille de banlieue. Alors qu'il y a une bourgeoisie musulmane, l'émergence d'une élite de petite et moyenne bourgeoise musulmane par les statistiques universitaires. Il suffit de s'intéresser à tout ça. Et il y a vraiment une volonté de jeter de l'huile sur le feu par tous les partis, tous les médias, avec derrière, effectivement, l'intérêt supérieur de la communauté juive organisée. Hein, je l'ai toujours dit. Parce que dans des périodes de crise économique violente et de crise sociale violente, il faut un bouc émissaire. Et les boucs émissaires, il y en a 2. Il n'y en a pas 3. Hein. Voilà, donc il y a celui qui traditionnellement peut servir de bouc émissaire, mais qui a les leviers de commande, et dans une logique qui s'explique totalement, de dire je vais faire en sorte de dévier pour que ce soit plutôt l'autre qu'on charge plutôt que moi. Quoi, voilà, c'est une analyse très simple que je fais depuis des années et qui se vérifie aujourd'hui à 100%. Donc moi, évidemment, j'ai toujours, si vous regardez bien mon travail, et sérieusement, j'ai toujours parlé d'islamo-racaille, d'islamo-sionisme, c'est-à-dire d'immigration incontrôlée. J'étais le premier à parler de la catastrophe du regroupement familial, de la dialectique de l'excuse, de SOS Racisme. Donc j'ai pas de compte à rendre sur cette opposition à ces ethno-délinquants nourris à SOS Racisme. J'ai toujours fait ce travail-là sérieusement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je me sens assez confortable pour dire que cette population-là, qui a été voulue par le système, hein, on a éduqué ces gens-là dans la haine de la France, dans l'insoumission. Il y a toute la valorisation du voyou contre le prolétaire par les trotskistes depuis les années 70, etc., etc. Tout ça a été mis en place par le système qui aujourd'hui prétend d'ailleurs... qui retourne ses alliances, hein, parce qu'aujourd'hui, ce contre quoi prétendent lutter Valls, Hollande, etc., c'est ceux qu'ils ont créés de A à Z en France et en politique étrangère. Hein. Si on voit Daesh, c'est la convergence d'une mauvaise politique intérieure, hein, c'est-à-dire l'émergence de ghettos haineux et réethnicisés en banlieue, et d'une politique étrangère qui est le non-soutien à Assad et le soutien à tout ce qui était face à Assad au niveau comment dirais-je, de nos choix politiques actifs. Donc on voit bien aujourd'hui que ça converge par un espèce de truc qui s'appelle Daesh. Daesh, c'est l'addition de la racaille, SOS Racisme, plus de la politique moyen-orientale française, hein, en passant par... voilà, donc on est vraiment... Aujourd'hui, on a les moyens de faire une analyse qui est celle que je fais dans mes vidéos. Voilà, nous avons des gens qui sont au pouvoir aujourd'hui, qui montrent du doigt des gens qu'ils ont fabriqués de toutes pièces, qui continuent à insulter des gens qui ont annoncé tout ce qui allait se passer, que ce soit le vieux Jean-Marie Le Pen ou que ce soit moi, puisque je dis depuis des années tout ça, et on continue à me montrer du doigt comme un fauteur de haine, alors que effectivement, normalement, la ligne du gouvernement aujourd'hui et des intellectuels raisonnables devrait être une ligne égalité-réconciliation. Aujourd'hui, on voit qu'on est dans une stratégie de guerre civile, avec la désignation d'un bouc émissaire, et on flatte tous les pires fantasmes. Voilà. Et puis au milieu de tout ça, on a la crise des migrants qui s'aggrave. Alors la question qui se pose est de savoir si cette crise ethnique programmée n'est pas faite justement pour masquer une crise économique très profonde. Xavier ? Oui, Vincent, on a d'ailleurs vu les événements de Cologne, des événements gravissimes. Dans une moindre mesure, et on y reviendra, les événements d'Ajaccio. Donc au-delà même de la question de Daesh, cette question est vraiment prégnante, même sur des événements de moindre importance, c'est-à-dire que ce n'est pas des attentats, il n'y a pas de mort. Et on entend de plus en plus parler d'un printemps européen qui, justement, aurait pour cible l'islamisation de l'Europe, qui n'est pas d'ailleurs un fait
absurde, hein. C'est quelque chose qui est palpable. Et en même temps, on voit donc cette aggravation de la crise économique. Pour donner un exemple, depuis le 1er janvier 2016, les banques peuvent se recapitaliser en ponctionnant les comptes des déposants en cas de défaut. Donc on voit, et une mesure analogue a été prise par la Réserve fédérale des États-Unis, donc, et sans même parler de ce qui se passe en Chine, c'est-à-dire que la crise économique s'aggrave et on nous parle d'un printemps européen qui aurait pour cible les musulmans. Alain Soral. Oui, mais là, quand on pense à la question de l'islamisation de l'Europe, on peut avoir la vision du très bon roman de Houellebecq, La Soumission, où là, c'était une islamisation par l'élite. Hein, alors que là, c'est pas du tout ça. C'est de l'islamo-délinquance qu'on met en avant. Et j'en parlais avec des intellectuels russes là récemment, puisque j'essaie d'aller chercher des avis et des analyses un peu à l'extérieur, parce que c'est pas en lisant les médias français qu'on risque de comprendre quelque chose. Et eux me disaient que leurs indices, c'est que c'était organisé. C'est-à-dire que, et que surtout, par exemple, si on veut parler de l'affaire de Cologne, on a des délinquants qui agressent des femmes au centre-ville. Ce ne sont pas des réfugiés syriens. Quand on cherche les identités, en fait, c'est du sous-prolétariat maghrébin, dont on a l'impression que les pays du Maghreb se débarrassent parce que c'est des comment dirais-je, des islamistes radicaux potentiels. On les laisse partir en Europe. Et là-bas, ils sont instrumentalisés par des ONG qui remontent souvent à Soros, on va dire, hein, pour simplifier. Et ils sont mis en mouvement pour créer de la délinquance ethnique qu'on va associer à de la pratique religieuse, ce qui est tout abusif, pour effectivement que la peur du grand remplacement et l'idée de l'invasion islamique de l'Europe deviennent crédibles en période de crise aggravée. Donc on voit bien qu'il y a une stratégie de guerre civile. Hein. Alors en plus, avec les médias de gauche au début qui minimisent et qui cachent, ce qui fait un phénomène que je dirais d'amplificateur en réalité. Parce que si c'est caché, c'est que c'est encore plus grave, puis ça finit par sortir. Et effectivement, la thèse du conflit de civilisation devient totalement valide. Et la question, c'est qu'est-ce que ça va apporter aux Européens d'aller dans cette direction? Qui a intérêt à tout ça? Et comment tout ça peut-il se mettre en place aussi mécaniquement, aussi massivement? Parce que moi, j'ai un vrai problème sur l'idée de spontanéité. C'est quand même bizarre à un moment donné que 500 types décident de bouger en même temps. C'est pas si facile que ça En général, les gens bougent. Les printemps arabes, on l'a vérifié, ils n'avaient rien de spontané en réalité. Et même quand on dit que ça passe par les réseaux sociaux, il n'y a rien de plus instrumentalisé, d'instrumentalisable que les réseaux sociaux. Et je crois qu'il y a des gens qui sont vraiment des spécialistes de l'ingénierie sociale et qui ont un long savoir-faire là-dedans. Quand on pense déjà à mai 68, comment on manipule des milieux étudiants, la jeunesse, par comment dirais-je, les médias modernes. On est aujourd'hui là-dedans et ça dépasse même, comment dirais-je, les pires analyses complotistes. Hein. C'est très impressionnant et très effrayant ce qui s'est passé au moment des fêtes de Noël et du Nouvel An. Là, pas qu'à Cologne, hein, d'ailleurs, ça s'est passé en Suède, ça s'est passé dans d'autres villes. Cette utilisation de migrants, c'est-à-dire qu'on génère une crise économique mondiale liée au mondialisme et on se sert des sous-prolétaires marginalisés et forcément en colère, qui sont plus des jeunes, hein, j'ai expliqué, des jeunes avec une sexualité débordante, et on les utilise comme fer de lance et comme bouc émissaire, vous voyez. Et ça, je pense que c'est pas nouveau dans l'histoire, hein, si on veut analyser d'autres périodes historiques. Je pense que créer des chômages de masse et après utiliser ces chômeurs comme jaunes ou comme hordes, etc., si vous vous intéressez à ce qui s'est passé en Italie ou en Allemagne dans les années 20-30, il y avait déjà ce phénomène de comment on utilisait les chômeurs de masse ou même les libérés de la Grande Guerre en pleine crise, comment on les instrumentalisait dans un camp ou dans un autre pour influer par la rue sur la politique. D'ailleurs, en parlant de ça, on renverra nos auditeurs au reportage que nous avons réalisé à Calais, où l'un des riverains nous expliquait qu'il avait vu des gens filmer, parce qu'en fait, ils se sont fait agresser par 500 migrants. C'est-à-dire, ils se sont fait, les migrants leur jetaient des pierres, Et toutes ces scènes étaient systématiquement filmées, disait-il, par des jeunes qui étaient là, qui étaient présents et qui semblaient les encourager, les inciter à cette insurrection. Donc c'était très suspect. Ça m'a beaucoup étonné d'ailleurs qu'il ait le courage de nous dire ça dans notre reportage. D'ailleurs, Xavier, en parlant de manipulation, il y a eu des événements qui se sont produits durant les fêtes en Corse. Est-ce que tu peux nous en parler ?
Oui, il y a eu ces événements d'Ajaccio où des pompiers ont été agressés dans une cité qui s'appelle la cité des Jardins de l'Empereur. Et donc pour les gens des pompiers ont été agressés et en réponse, des manifestations ont eu lieu où 600 personnes ont défilé dans un réflexe d'autodéfense, si on veut. Alors, quoi qu'il en soit, on peut aussi imaginer qu'il y a eu des éléments provocateurs d'un côté comme de l'autre. Et pour ceux qui connaissent Ajaccio, c'est vrai que la cité des Jardins de l'Empereur, c'est un endroit qui est quand même très calme, quoi. On n'est pas à Stein, quoi. Et ça, c'est intervenu dans la foulée d'une région en France qui a été gagnée par les nationalistes, même s'ils ne sont pas du Front National, qui a été gagnée par une alliance entre Gilles Simeoni et Jean-Guy Talamoni. Une région qui a été gagnée par les nationalistes, donc c'est la Corse. Vous avez un avis là-dessus, Alain ? Moi, j'ai écrit pas mal de choses sur la Corse, parfois critiques et puis parfois admiratifs, parce qu'il y a un peu les deux. Parfois, c'est le républicain français qui s'énerve effectivement de certaines attitudes un peu séparatistes de la Corse. Puis parfois, je me dis, si la France pouvait être la Corse et qu'il y ait ce réflexe un peu identitaire, cette fierté insulaire, ça me ferait plaisir. Donc je suis toujours partagé entre admiration et critique, mais sans doute tout simplement parce que je ne suis pas corse. Là, ce que je vois, moi, en ce moment, j'en parle aussi avec des gens qui vivent en Corse, c'est que, en fait, si on veut faire une analyse de fond, la domination de la France sur la Corse, pour garder le contrôle sur la Corse, a toujours maintenu la Corse dans le sous-développement. Sous-développement universitaire, sous-développement économique. Donc, ce qui a aussi protégé la Corse au niveau de ses paysages. Et ce qui a produit aussi une grosse diaspora corse qui, du temps de l'Empire français, avait la haute main d'ailleurs sur l'administration coloniale. C'est pour ça qu'il y avait le Corse à l'étranger. Comme le Corse n'avait pas d'avenir en Corse, à part l'agriculture de moyenne montagne, il s'expatriait et c'était la volonté de la tutelle française de faire en sorte d'empêcher l'émergence d'élites corses en Corse en leur donnant des perspectives d'avenir à l'extérieur. Avec l'effondrement de l'Empire français, le Corse s'est trouvé un peu, le Corse qui veut avoir un avenir, s'est trouvé bloqué dans ses perspectives, puisqu'il a perdu, il y a eu l'effondrement de l'administration coloniale. Ça, c'est des analyses de fond qu'il faut avoir. Et c'est comme par hasard, à un moment donné, la montée du nationalisme corse, c'est-à-dire où on a des mâles en Corse, coincés dans une petite île, avec une tutelle française qui les bloque, qui bloque le développement économique, universitaire, et des types qui commencent à s'énerver. Et c'est d'ailleurs, vous verrez, l'émergence du nationalisme corse correspond à l'effondrement de l'Empire colonial français. Il y a des vraies analyses de fond à faire. Et là, on a deuxième époque, la tutelle de la France sur la Corse, par notamment la loi littorale, empêche la Corse de devenir ce qu'elle pourrait devenir au sein de la Méditerranée, et dont j'ai déjà parlé dans des analyses, c'est-à-dire un paradis fiscal, et une sorte de État Miami, ce qu'était Cuba avant Fidel Castro, vous voyez. Et en fait, c'est l'État régalien français qui empêche que la Corse devienne une poule aux œufs d'or en réalité. Parce que c'est des paysages magnifiques, c'est encore une côte qui n'est pas dévastée par le tourisme de luxe d'ailleurs ou de masse comme la Côte d'Azur. Et il est évident que les trois quarts des nationalistes corses, qui sont souvent liés au milieu mafieux, on va le dire, quand ils pensent à l'autonomie de la Corse, ils pensent à s'émanciper de la France, surtout pour faire du business et détruire finalement la beauté de la Corse sauvage qui est quelque part protégée par la tutelle française, même si c'est pour des mauvaises raisons, c'est-à-dire des raisons de domination politique. Donc vous voyez comme la situation est complexe quand c'est Soral qui en parle, vous voyez, ça devient subtil. Et là, aujourd'hui, ce que je vois, moi, c'est plusieurs choses. Les nationalistes corses montent en puissance. Il est évident que ils ont des alliances avec des milieux d'affaires, que la Corse est une énorme poule aux œufs d'or et un avenir. Je fais remarquer que récemment, Patrick Bruel s'est installé, je crois, à Porto Vecchio, et je crois qu'il y a une élite judéo-séfarade qui a des vues sur la Corse. C'est pas la première fois, ça s'est passé au moment de la perte de l'Algérie, mais ça s'était mal passé dans un premier temps pour eux. Et je crois que tout ça est peut-être concomitant. Peut-être qu'il y a des élites nationalistes corses qui ont à voir avec les milieux d'affaires et les milieux mafieux, et certaines élites de la communauté de Lumière qui aimeraient bien faire du business en Corse et s'y installer, et qui ont peut-être tout intérêt les uns et les autres à dératiser un peu, vous voyez. Et peut-être qu'il y a peut-être à la fois ces choses qui s'additionnent. On essaye
de repousser la tutelle administrative française et républicaine. On fait du business ensemble parce qu'il y en a qui ont les moyens d'investir. Et en échange, on vous laisse ratonner un peu parce que finalement, on a envie peut-être d'espace. Après avoir créé de toutes pièces le touche pas à mon pote, on a peut-être dans le climat actuel envie d'espace un peu vierge de maghrébin, vous voyez. Et peut-être tout ça expliquerait qu'à un moment donné, des types osent défiler à 600 dans une cité alors qu'ils n'auraient jamais fait quelques mois avant, vous voyez. Je pense qu'il y a convergence d'intérêts. Il n'y a pas forcément de quoi s'extasier. Oui, un autre sujet complètement différent, Vincent, qui t'intéressera, je pense, c'est le sujet des élections législatives au Venezuela en décembre dernier, qui ont vu un net recul du parti du président Nicolás Maduro, le PSUV, donc le parti d'Hugo Chavez, qui en recule 2 ans après son décès. Alors en recul, c'est un peu plus compliqué que ça. Donc ça tombe bien puisqu'en fait, je suis en train d'écrire une biographie d'Hugo Chavez qui me fait me replonger dans toutes ces questions qui sont complexes. Donc effectivement, le 6 décembre 2015, Nicolás Maduro, la majorité présidentielle, a perdu sa majorité aux élections législatives. La table de l'unité démocratique, qui est l'opposition, la réunion de tous les partis d'opposition au parti présidentiel, a gagné la majorité qualifiée, c'est-à-dire les 2/3. Donc les Vénézuéliens ont notifié par ce vote pour l'opposition une contestation vis-à-vis du gouvernement de Nicolás Maduro. Alors, que peut faire cette majorité d'opposition à l'Assemblée nationale ? Est-ce qu'elle peut déconstruire, parce que c'est son but, ce qu'a réalisé Hugo Chavez pendant 14 ans et Nicolás Maduro pendant ses 3 ans de pouvoir ? En réalité, elle ne le peut pas, puisqu'elle va être bloquée par d'autres pouvoirs qui ont été mis en place par la Constitution de 99, celle qu'avait érigée Hugo Chavez. C'est donc d'abord le pouvoir judiciaire, le tribunal suprême de justice, qui est très proche du pouvoir de Nicolás Maduro, puisque ça c'est la conséquence du coup d'État de 2002 qu'avait subi Hugo Chavez, qui avait été organisé par la CIA. Ça avait obligé Hugo Chavez à concentrer les pouvoirs et donc de rapprocher le tribunal suprême de justice du pouvoir exécutif. Il y a un autre pouvoir qui est prévu par la Constitution qui est le pouvoir citoyen, donc qui est composé du défenseur du peuple, du procureur général de la République et de la Cour des comptes. Donc ces deux pouvoirs vont pouvoir justement contrer cette majorité d'opposition au parti de gouvernement. Donc la question qui se pose, c'est pourquoi les Vénézuéliens en ont assez de cette gestion un peu chaotique de Nicolás Maduro. En réalité, cette gestion chaotique, elle n'est pas le fait simplement d'une mauvaise gestion du gouvernement, elle est le fait de plusieurs facteurs. On a un groupe de facteurs qui sont des facteurs externes et des facteurs internes. Les facteurs internes, ils sont suffisamment relayés par les médias. C'est les pénuries, l'inflation, l'insécurité, la corruption que n'arrive pas à contrôler Nicolás Maduro pour des raisons très simples. C'est que ce sont des choses qui sont très difficilement maîtrisables. Je prends un exemple, l'insécurité. Effectivement, Caracas et le Venezuela en général est un pays extrêmement dangereux. Mais ce n'est pas simplement le fait si vous voulez, d'un laxisme du gouvernement, mais aussi d'une politique menée par les États-Unis de déstabilisation du Venezuela. Il faut savoir que le Venezuela détient les premières réserves de pétrole prouvées au monde, loin devant l'Arabie Saoudite. Bon, c'est un pétrole lourd qui est difficile à extraire, mais ça reste les premières réserves de pétrole. Donc les États-Unis, bien sûr, ont intérêt à déstabiliser le pays, et pour cela infiltrent régulièrement des paramilitaires colombiens via cette grande frontière de 2000 km entre la Colombie, qui sépare la Colombie et le Venezuela, qui est en fait une véritable passoire où les États-Unis peuvent infiltrer par là des des paramilitaires qu'on retrouve, que le gouvernement vénézuélien retrouve régulièrement d'ailleurs et arrête. Mais ça fait pas les grands titres des journaux nationaux ni internationaux. On a donc ce problème d'insécurité qui est une insécurité provoquée en quelque sorte par l'extérieur. On a le problème de l'inflation qui est un problème extrêmement difficile à juguler. Pour la simple et bonne raison, c'est que pour sortir de l'inflation, il faudrait que le pays sorte de sa dépendance à ce modèle mono-exportateur de pétrole. Or, sortir de ce modèle mono-exportateur de pétrole est quelque chose qui ne se fait pas en 14 ans. Hugo Chavez n'a pas réussi
à diversifier l'économie du Venezuela. C'est quelque chose de très compliqué. Ça fait plus d'un siècle qu'ils sont dans ce modèle économique. Donc, effectivement, ce modèle économique produit une inflation qui est maintenant à plus de 100%. C'est une inflation explosive. Et le problème de la corruption, bien sûr, mais ça c'est un problème qui est général à l'ensemble des pays d'Amérique du Sud et qu'on ne peut pas imputer seulement au gouvernement vénézuélien. Et c'est un problème très compliqué puisqu'il nécessiterait pour être résolu que le pouvoir se concentre encore plus, qu'il prenne des dispositions pour punir les membres du gouvernement, pour punir les fonctionnaires, pour punir même les juges au niveau du système judiciaire qui est extrêmement corrompu lui aussi. Et donc il faudrait en fait une verticalisation encore plus accélérée du pouvoir. Donc ce sont des problèmes extrêmement difficiles à résoudre et on a aussi le problème, tous les problèmes externes au Venezuela qui est la chute du prix du baril. Le prix du baril était à $130 à la fin en 2013 et maintenant il a chuté, il est pratiquement à $30 et on prévoit qu'il sera probablement au cours de l'année qui vient à $20. Avec la politique hyper productive de l'Arabie Saoudite. Exactement. Et l'arrivée de l'Iran sur ce marché également. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait l'OPEP, le Venezuela est l'un des principaux pays à vouloir que l'OPEP établisse des quotas de production pour diminuer la production et donc faire monter le prix du baril. L'Arabie Saoudite joue un jeu on appelle ça le jeu du passager clandestin, c'est-à-dire qu'ils disent ok, on va respecter les quotas et en réalité en douce, ce qu'ils font c'est produire massivement. Plus personne ne nous parle du peak oil. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est encore une théorie à la con laquelle j'ai jamais cru, parce que je crois à la théorie abiotique du pétrole, moi. Et voilà, je croyais que le prix allait faire monter indéfiniment et ça devenir une rareté. On trouve du pétrole partout, chaque jour un peu plus. Et n'oubliez pas que cette stratégie du pétrole pas cher emmerde le Venezuela, mais aussi la Russie de Poutine. Hein. On voit bien qu'il y a une volonté de ce côté-là qui vient de l'Empire, d'une certaine façon. Hein, parce que ça emmerde en fait pas mal de résistants à l'Empire. Hein. L'Iran s'est géré d'une autre manière par les embargos, là, les sanctions économiques. Le Venezuela, en lui effondrant ses premiers revenus, on crée un chaos social, une colère dans le pays, on déstabilise le pouvoir politique, c'est facile. Et puis même Poutine est impacté, hein, puisque lui aussi a des problèmes à maintenir ses objectifs sociaux avec un baril qui s'effondre. Le jeu de la déstabilisation par le prix du baril, c'est une question politique très importante. Et là, je dis, tous les théoriciens du peak oil, on ne les entend plus parler. Hein. Et on a également une stratégie de la Fed dernièrement, et c'est quelque chose de très important, une hausse des taux directeurs décidée par la Banque centrale américaine qui produit en fait pour les pays exportateurs de matières premières un décrochage entre leur taux de change et le taux de change du dollar qui lui aussi provoque cette inflation que subit Nicolás Maduro actuellement. Donc tous ces éléments réunis, à la fois interne, déstabilisation externe, expliquent pourquoi l'économie vénézuélienne est en état de délabrement et cette réaction électorale du peuple vénézuélien. Ce qui veut bien dire quand même que la notion d'être providentiel et de charisme est fondamentale, parce qu'en fait, ce qui manque aujourd'hui au Venezuela, c'est aussi la personnalité d'Hugo Chavez, qui était capable, par son charisme, de produire des sursauts presque d'ordre affectif de son peuple. Et là, avec Maduro, qui n'a pas tout à fait le même charisme, malheureusement, on voit que le Venezuela, qui avait osé s'émanciper assez brutalement de la tutelle américaine qui fonctionne toujours de la même manière, hein, comme je le disais tout à l'heure pour la Corse avec la France, c'est les mêmes logiques, d'empêcher le développement autonome des pays pour prendre leurs matières premières pas chères et leur vendre les produits finis chers, hein, sans transfert de technologie. Malheureusement, le Venezuela s'achemine progressivement vers des tensions de plus en plus grandes, une colère de plus en plus grande de la classe moyenne qui va basculer de plus en plus, qui va retourner à son vote pro-américain progressivement par la fatigue du chaos social. Et on peut être inquiet sur l'avenir du Venezuela quand on est chaviste. Hein. D'autant plus inquiet qu'il y a eu des élections aussi en Argentine et Cristina Kirchner, qui est une présidente quand même très courageuse, qui avait nationalisé les industries stratégiques d'Argentine, s'est faite sortir du pouvoir.
Oui, est remplacé par un pro-américain. Oui. Bien sûr, le premier acte qu'a fait ce pro-américain, c'est d'aller voir les fonds, ce qu'on appelle les fonds vautours, ceux qui avaient racheté la dette argentine pour une bouchée de pain en se disant on va les obliger à nous rembourser. La première chose qu'a fait ce président, c'est d'aller les voir et de leur dire on va vous payer. Ouais. Et puis n'oublie pas un élément de plus qui va dans ce sens-là, le rapprochement des États-Unis et de Cuba. N'oublie pas que Cuba était un gros partenaire de Chavez. De lever l'embargo sur Cuba de la part des États-Unis, t'imagines bien que pour le pouvoir cubain et même le peuple cubain, c'est une main tendue qu'ils ne peuvent pas refuser, et ça affaiblit toute cette résistance sud-américaine à l'empire nord-américain. On voit bien que tout ça se passe en même temps. Hein. La main tendue des Américains à Cuba, l'enfoncement de Venezuela dans la crise. On a eu un espèce d'espoir de soulèvement par une alliance sud-américaine contre les États-Unis, qui était menée par Chavez, hein, qui était le nouveau Castro d'une certaine manière. Et sa mort coûte très très cher. Et rappelons quand même qu'il est mort à coup de polonium, sans doute lui aussi. Hein. Il a quand même été éliminé comme a été éliminé, à mon avis, Yasser Arafat. Hein. Alors à propos d'amour providentiel, on vous a peu entendu sur... Justement, un homme qui grimpe à l'intérieur de l'empire nord-américain, c'est un certain Donald Trump, qui est autonome financièrement, visiblement, qui est une personnalité assez atypique, qui incarne un peu l'Amérique blanche, c'est-à-dire qu'il est à la fois... Il incarne la tradition des pionniers aussi. Voilà. Le self-made man, le rêve américain, et le type qui met en avant virilité et bon sens, hein, c'est ça, voilà. Et brutalité. Je ne sais pas trop quoi en penser. Il a une coiffure assez étonnante déjà, couleur de cheveux et coiffure assez étonnante, ce qui prouve qu'il n'a pas de conseiller en communication, c'est déjà rassurant. Et moi, il me fait rire. Il me fait rire parce que c'est du grand n'importe quoi, mais c'est vrai que je crois qu'il caracole en tête des sondages, c'est ça? Enfin, du côté des démocrates. Des républicains. Des républicains. Et c'est Hillary, sa rivale, c'est ça? Voilà, exactement. Pour les républicains? Voilà. Putain, je ne savais même pas qu'Hillary était passée du côté des républicains. Non, démocrate. Ouais, Hillary et Trump républicain. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, l'idée, ça serait de faire la primaire, ça devrait être quoi? Trump contre Hillary Clinton? Je suis même pas trop... Non, ça, c'est les élections finales qui devraient être Trump contre Hillary. Lui, en fait... Lui, il est contre Jeb Bush et d'autres. Oui, il concourt pour être habilité à mener le combat final du côté républicain. Vraisemblablement. Donc, il serait face à Hillary Clinton en finale. Voilà. C'est ça, c'est là que je voulais en venir. En France, on traduit ça comme ça. Nous, on est en train d'instaurer les primaires. On est en train de s'américaniser aussi. Primaire Sarkozy-Juppé. Et de l'autre côté, primaire Hollande, je ne sais pas quoi d'ailleurs. Je ne sais pas si Valls oserait défier Hollande dès ce coup-ci, j'en sais rien. Et en fait, donc on pourrait avoir une élection aux États-Unis où on aurait Trump contre Hillary Clinton. C'est-à-dire un pur produit du système qui se présente comme démocrate, mais qui est une sioniste inconditionnelle, néoconservatrice intégrale. Hein, s'il ne reste plus rien des démocrates depuis très longtemps, c'est le parachèvement de la mort de l'assassinat de Kennedy jusqu'au bout. Et de l'autre côté, on aurait une espèce d'aventurier milliardaire, Trump, qui dit que lui, il a les moyens de dire et de faire un peu ce qu'il veut et n'importe quoi. Hein. Et ce qui est intéressant, c'est que la défiance envers le système est telle que Hillary Clinton est allée jusqu'à dire qu'elle réouvrirait les dossiers OVNI et de la zone 51, c'est ça, si jamais elle était élue. C'est-à-dire qu'elle va encore plus loin là, que Trump. Elle cherche les branchés et voilà, les allumer. C'est ça. Ouais, de toute façon, en fait, il faut quand même voir que les États-Unis ont quand même toujours 30 ans d'avance sur nous en termes de modèle ou de dégénérescence, et qu'en fait, chaque fois qu'on veut comprendre ce qui nous attend, on regarde les États-Unis. On n'aurait jamais pu penser à de la politique spectacle aussi vulgaire en France, quand on se rappelle ce qu'était le sérieux de la politique française dans les années jusqu'à la fin de Roger Giquel. Hein. C'était hyper tenu. Hein. On ne mélangeait pas le spectacle et la politique en France. Hein. Et quand on voyait les Américains, on les trouvait... on voyait Mickey faire de la politique, ça, on trouvait ça grotesque. Et on avait l'instinct que c'était une société dégénérée et que c'était pas un modèle au sens quelque chose qui nous élevait, mais quelque chose qui nous faisait descendre. Aujourd'hui, on est exactement sur la même ligne, mais sans les moyens. C'est-à-dire qu'en fait, on fait de la vulgarité et de la confusion américaine, mais sans le budget. C'est-à-dire que c'est vraiment... on a tous les désavantages. Hein. Avant, on avait au moins le côté... provincial mais sérieux. Là, on a le côté showbiz. C'est Hanouna. Hein. Voilà, et je me dis, qu'est-ce que va être la politique française dans quelques années? Regardons effectivement la bataille qui s'annonce, Trump, Hillary Clinton. Une espèce de folle hystérique
entièrement refaite de A à Z et dont on peut accumuler des déclarations qui montrent qu'elle est à moitié possédée. Hein, et puis de l'autre côté, un milliardaire un peu dingo qui dit tiens, on va enfermer la frontière aux musulmans. Enfin, il peut se permettre de dire, alors que c'est la première puissance du monde. C'est-à-dire que normalement, ça devrait produire des élites. Oui, c'est Tapi qui fait du Le Pen, quoi. Ouais. Et puis Tapi est plus sérieux, plus cultivé même que Trump. Hein. Il a lu des livres, hein, Tapi, l'air de rien. Tu vois, et on se dit, la plus grande puissance du monde émerge au niveau de ses élites, produit des espèces de monstres grotesques. C'est un vrai sujet de réflexion. Alors que normalement, ça devrait produire des élites au niveau de la puissance de la puissance du truc, parce qu'effectivement c'est risqué quand même. Et tu dis on va filer l'arme atomique suprême à une folle hystérique furieuse que soit Hillary Clinton ou un espèce de mec qui dit j'ai les moyens de m'amuser. C'est idiocratie. Hein, ouais, c'est idiocratie. Puis il y a aussi beaucoup à voir avec les films de Stanley Kubrick aussi, hein, je sais pas quoi, Docteur Folamour ou des trucs comme ça. Et c'est très intéressant. Parce que je vous dis, c'est l'air de rien, à chaque fois, ce qui se passe aux États-Unis, 20 ans, 30 ans après, que ce soit les émeutes raciales, la communautarisation à l'extrême, la confusion de la politique et du showbiz, on est la basket généralisée, le féminisme, enfin, je vous dis, on fait tout comme eux avec du retard. Donc regardons bien ce qui se passe là-bas, et ça va nous donner un peu le jeu politique qui nous attend, quoi. Et ceci dit, moi, Trump me fait marrer, quoi. À la limite, je trouve que ça serait bien, je préférais que lui soit élu. Parce que lui, au moins, tout est possible avec lui. Alors que Hillary, elle a été produite par le système intégralement, quoi. Alors, Alain Soral, un autre sujet, la Libye, dont il se dit que François Hollande préparerait une intervention imminente dans ce pays dont on dit qu'il pourrait devenir le nouveau centre de commandement de Daesh après s'être fait chasser de Syrie et d'Irak. Qu'en pensez-vous ? Chassé de Syrie et d'Irak par les Russes, hein, je précise, hein, malgré tous les efforts qu'on a fait pour les y maintenir. Hein. C'est possible parce qu'en fait, moi je fais un lien entre les événements de Cologne, Daesh, etc. C'est que la crise du monde arabe et du monde du Maghreb a produit des hordes de chômeurs sous-prolétaires post-adolescents qui sont gérés de façon perverse par les ONG mondiales. Hein, on voit bien qu'il y a des flux. On voit bien que ces hordes de migrants sont très souvent des Maghrébins, hein, Tunisiens, Marocains, Algériens, dont ces pays-là ne veulent pas, parce que chez eux, c'est des forces de déstabilisation. Et moi, j'avais parlé avec des intellectuels algériens qui me disaient, dans les pays du Maghreb, les gouvernements du Maghreb, qui ont déjà été déstabilisés par les printemps arabes, font tout pour aider les sous-prolétaires maghrébins excités à partir pour Daesh, parce que comme ça, ils s'en débarrassent, avec l'espoir qu'ils soient tués sur place par Assad. Hein, voilà. Et en revanche, le système qui nous domine, hein, le système occidental qui nous domine et qui nous écrase, et qui est censé nous représenter, se sert de cette horde, de cette armée de réserve, qui n'est plus une armée prolétarienne de réserve, mais une armée délinquante de réserve, avec une façade islamique très, 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 très facile à démystifier si on veut bien faire l'effort. Hein. Ils s'en servent, ils la déplacent. En fait, c'est du super Al-Qaïda, quoi. Hein. Ils sont passés. Donc, effectivement, maintenant que Poutine gêne un peu le boulot en Irak et en Syrie, ils se disent qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de cette horde de délinquants armés de Kalachnikov et de Captagon, là, ou je sais pas quoi. Et peut-être qu'effectivement, ça pourrait servir en Libye, parce qu'en Libye, ils ont fait tomber Kadhafi pour plusieurs raisons. Hein. Il voulait faire le dinar or, il avait acheté un satellite pour rendre l'Afrique indépendante. Il avait son rêve de roi des rois d'Afrique, puisqu'il avait laissé tomber. Le panarabisme était mort, la cause palestinienne était finie pour lui. Et comme il cherchait une grande cause et toute sa vie, c'était un grand politique, hein, dans un petit pays, sa dernière grande cause, c'était l'Afrique. Et c'est pour ça qu'il a été tué aussi, parce qu'il avait prêté de l'argent à Sarkozy, mais parce qu'il avait une vraie vision pour l'Afrique. Et une fois qu'il a été buté, l'idée, c'était de se partager la manne pétrolière du pays. Et pour ça, il faut un chaos de manière à ce qu'il n'y ait plus d'État libyen, mais un chaos contrôlé de manière à ce qu'on puisse quand même extraire le pétrole et gérer le commerce du pétrole. Alors là, je pense qu'on est arrivé à un tel niveau de déstabilisation, de chaos, ou peut-être même de reconquête des anciennes tribus proches de... Parce que je ne connais pas assez bien le sujet, mais il est possible que les anciennes tribus proches du pouvoir de Kadhafi se soient remises ensemble aujourd'hui pour essayer de reconquérir quelque chose, de réorganiser quelque chose, et qu'il doit falloir remettre une dose de Daesh pour refoutre le bordel, en sachant ce qui compte, c'est de contrôler
le pétrole, les terminaux côtiers du pétrole. Le reste, la profondeur du pays, ils en ont rien à foutre. Donc effectivement, moi, je connais pas assez bien le sujet, mais c'est assez facile de deviner à peu près ce qui peut se passer. C'est que peut-être que effectivement l'Empire va déplacer Daesh pour essayer de reprendre la main ou de faire des modifications sur la Libye. Et puis Daesh en Libye, c'est d'un point de vue symbolique, c'est Daesh à nos portes, quoi. C'est Carthago del Endaes, quoi. C'est vraiment à quelques kilomètres de l'Italie. On n'est plus dans une perspective quand même lointaine. Perspective lointaine, ils sont venus par la Turquie assez massivement quand certains ont voulu. Hein. Aujourd'hui, ça bouge vite. Mais c'est vrai que c'est vrai que c'est encore un peu plus près. Et puis surtout, la Libye, ça veut dire il y a quand même les pays frontaliers de la Libye. Hein. Ça veut dire possibilité de faire pression ou de se déstabiliser la Tunisie, l'Algérie. Tout ça est je crois pour l'Empire, un énorme moyen de chantage et de pression. Hein, exactement comme à une échelle inférieure, dans le temps, on s'appuyait sur la mafia ou sur ce qu'on appelait les jaunes, les sous-prolétaires, les voyous, pour casser les grèves, pour contrôler le mouvement ouvrier. C'est des stratégies qu'on a beaucoup vues aux États-Unis avec les syndicats de camionneurs, etc. C'est-à-dire que cette collusion entre le pouvoir et la délinquance est la marque typique de l'impérialisme occidental. On l'a vu en Italie avec le lien entre la défascisation de l'Italie, les États par l'Amérique et la mafia. En réalité, on redécouvre des schémas qui sont assez classiques. Hein. C'est la manière dont le pouvoir s'appuie toujours sur les voyous, en réalité, pour lutter contre les opposants respectables, qui eux sont représentent toujours plus ou moins le bien, hein, c'est-à-dire le partage social, la vision raisonnable, etc. Le pouvoir autocratique, le pouvoir oligarchique s'appuie toujours sur les forces du mal pour oppresser le peuple. Et aujourd'hui, Daesh, c'est quand même les forces du mal au service de l'Empire pour en faire ce qu'ils veulent. Alors, la question, c'est à quoi peut servir Daesh demain à l'Empire, hein? Alors, regardons la Libye, regardons l'Algérie, regardons où est-ce qu'il faut aller, qui il faut aller punir, qui il faut aller déstabiliser. Alors c'est sûr qu'ils ne traverseront pas l'Atlantique, ils n'iront pas au Venezuela, ça c'est sûr. Mais par contre aussi, on peut les projeter sur la Russie, n'oublie pas ça. Hein. Si Poutine aujourd'hui s'en occupe en Syrie, c'est pas seulement parce que Assad est son pote, parce que s'il les tue pas tous en Syrie, il les aura demain sur le territoire soviétique. Il y a le précédent tchétchène. Oui, il y a le précédent tchétchène, il le sait, il l'a dit d'ailleurs. Hein. Voilà. Donc, et comme nous, on a des gouvernements très très mous, à un moment donné, ils vont aller là où on les laisse aller aussi, hein, toutes ces hordes de voyous prédateurs là. Et donc on peut s'inquiéter beaucoup aussi pour l'avenir de la France de ce point de vue-là, ce qui fera monter encore l'anti-islamisme, justifiera encore un peu plus l'État policier et la répression, non pas de ces gens-là finalement, mais des gens comme moi, hein, parce que vous verrez que toutes ces lois de protection finissent toujours en fait par permettre simplement de fliquer un peu plus les types comme moi. Hein. Au nom de la lutte contre la haine sur les réseaux sociaux. Voilà, et bien sûr, parce qu'on dit toujours que pour rejoindre l'islamisme radical, il faut d'abord passer par le complotisme. Voilà. Toutes les médiations sont en place. Hein. Et le complotisme, c'est qui ? Voilà. Sinon, une lueur d'espoir quand même pour 2016 ? La lueur d'espoir, c'est quand je vois, par exemple, la dernière vidéo qu'on met en ligne sur mon procès... c'était face à quoi d'ailleurs? Des fois j'oublie. Il y avait 6 parties civiles. Non, c'était pas Aziza. Tu suis pas. Aziza, j'en ai un paquet. Non, c'était. SOS Racisme et tous les. Non, mais ça, c'était les parties civiles. Ouais. Je n'arrive même plus à me rappeler pourquoi j'étais. C'est pour l'appel de la quenelle de Berlin. Voilà, oui, tu vois, on en oublie presque tellement les procès. Donc là, c'était pour la quenelle de Berlin. On a mis la vidéo en ligne où on voit bien les enjeux, ce qui se passe, le niveau des arguments des uns et des autres, le niveau de violence et de menace, d'où vient qui sont les méchants, quoi. Et immédiatement derrière, énormément de soutien. Ça, c'est très rassurant. Ce qui est rassurant aussi, c'est quand j'ai mis en ligne gratuitement un morceau de la vidéo payante là, qui était mon commentaire sans post-production des événements du vendredi 13, la vidéo a passé aujourd'hui les 800 000 vues rien que sur YouTube. C'est-à-dire que tout support confondu, c'est des millions de vues. C'est-à-dire que j'arrive aujourd'hui
par mes vidéos, et grâce à vous aussi, avec mon équipe, à concurrencer très largement des émissions en prime time d'Arte et même certaines émissions du service public en nombre de vues. J'arrive à des fois, on peut imaginer que j'ai 2-3 millions de vues. Ma vidéo sur la mort un peu suspecte de Coluche, l'autre jour j'ai découvert par hasard qu'elle était à 2 400 000 vues sur YouTube. Donc ça c'est rassurant, c'est que plus la crise s'aggrave, plus ça valide mes analyses, puisque je veux dire, un intellectuel, si ça existe encore, c'est quelqu'un qui est capable de prévoir, c'est-à-dire de comprendre plus vite que les autres et plus finement que les autres, et donc d'annoncer des dangers ou de proposer des stratégies afin d'échapper à des catastrophes, etc. Enfin, ça serait ça la fonction, pas juste de jouir de privilèges comme certains. Donc ce qui me rassure, c'est que dans cette crise aggravée, on a un soutien de plus en plus fort, puisqu'effectivement, malheureusement, ou je ne sais pas si on peut le dire comme ça, ces crises valident nos analyses et légitiment notre action. Donc, plus ça va mal, plus quelque part notre position se renforce. C'est un peu paradoxal, mais c'est comme ça. Alors, moi, ce que j'espère, c'est qu'on continue à augmenter notre soutien, que ce soutien permet qu'on continue à s'organiser, à recruter, parce qu'on a bien vu qu'après la crise de la dissidence un peu sauvage et libre, il y a ceux qui sont partis vers les ovnis et les pyramides, et dont d'ailleurs qui jouent avec les ovnis et les pyramides, et puis la dissidence qui est devenue de plus en plus organisée, de plus en plus sérieuse, qui est la nôtre. Voilà. Et moi, ce que j'espère, c'est qu'on va pouvoir continuer à se renforcer pour, à un moment donné, peut-être réellement servir à quelque chose d'immédiatement politique. C'est parce qu'à un moment donné, il se passera peut-être enfin quelque chose. Pour l'instant, c'est, comment dirais-je, la phrase de Hegel, la chouette de Minerve ne s'envole qu'au crépuscule. On n'a pas, j'avais posé la question jusqu'où va-t-on descendre en 2001 ou 2002. Je pensais qu'on avait déjà touché le fond à l'époque, mais c'est comme quand on découvre les abysses. C'est beaucoup plus profond que ce qu'on croyait. Donc on descend. À un moment donné, il se passera peut-être quelque chose de l'ordre du rebond, de l'ordre du sursaut, et on ne peut qu'espérer ça. Et c'est vrai que le côté optimiste dans la catastrophe, c'est que plus ça va mal, plus on peut espérer à un moment donné que le rebond sera nécessaire et comment dirais-je, et fatal. Enfin, je veux dire logique, au sens hegelien du terme, au sens de la raison dans l'histoire, quoi. Donc, si je peux le dire comme ça en conclusion, plus ça va mal, mieux c'est. Alain Soral, merci beaucoup d'être passé nous voir. Merci à vous.